Une équipe de sociologues a réalisé des travaux qui aident à penser l'échec scolaire. Celui-ci a en fait longtemps été pensé comme des difficultés psychologiques ou cognitives inhérentes à l'élève même. Il a ensuite été plutôt pensé en termes de déterminisme social, les élèves les plus en difficulté étant aussi le plus souvent issus de milieux socialement défavorisés. L'intérêt des travaux de cette équipe ESCOL est que, loin de nier en fait cette explication sociale des difficultés que la continuité pédagogique récente liée au confinement a exacerbées d'ailleurs, ils cherchent plutôt à comprendre tout à la fois comment les inégalités d'apprentissage se construisent, d'autre part comment elles génèrent des malentendus avec l'école et du coup se renforcent, et enfin, comment il est possible, en tant qu'enseignant, d'y être attentif et d'éviter un certain nombre de pièges. Pour comprendre ces inégalités d'apprentissage, ces sociologues se sont intéressés au rapport au savoir des élèves, c'est-à-dire au sens que les élèves mettent au fait d'aller à l'école, d'y travailler et d'y apprendre. Ce faisant, ils ont identifié trois processus de mobilisation différents. Un premier processus qu'ils ont appelé un processus d'objectivation qui quelque part correspond plutôt aux bons élèves, pour lequel le rapport à l'école est rapport au savoir. Ils viennent à l'école pour cela et le savoir a du sens pour eux en tant que tel. Deuxième processus, un processus d'imbrication dans la situation. Ça correspond aux élèves qui sont les plus en difficulté. Là, le rapport à l'école est différent. Il n'est pas lié au savoir, mais il est lié au fait d'avoir un métier, d'avoir un avenir professionnel. L'école est pour eux un lieu social où on fait un programme dans lequel on se conforme à des exigences, dans lequel on va faire son métier d'élève, on va écouter, on va lever la main, on va aller en cours. Il ne s'agit donc pas pour eux tellement d'apprendre, mais plutôt de faire ce que l'on nous dit de faire. Il y a donc une très forte centration sur la tâche quotidienne. Est-ce que j'ai regardé une vidéo? Est-ce que je suis allée en sortie? Est-ce que j'ai fait un dessin? Mais assez peu de recul sur, au final, qu'est-ce qu'ils ont pu en apprendre. Enfin, un troisième processus qui est le processus de distanciation-régulation qui correspond en fait à un rapport au savoir qui vient avec l'idée que l'école est là pour comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne la vie, comment fonctionnent les gens. Et donc une prise de recul par rapport à ce monde et les individus qui le composent. C'est à partir de là, en fait, qu'interviennent les malentendus entre les enseignants et leurs élèves, et parfois malentendus aussi avec les familles. L'institution scolaire vise en fait à objectiver le savoir. Or, les élèves issus des milieux socialement défavorisés cherchent à s'acquitter au mieux de leurs tâches, ce qui fonctionne le plus souvent pendant un certain temps, mais pas toujours au fur et à mesure de l'élévation du niveau scolaire de l'élève. Si on prend l'exemple d'un élève de première bac technologique en géographie, par exemple, eh bien, il va apprendre, en tout cas l'élève imbriqué dans la situation, va apprendre à lire sur une carte l'expansion de la ville de Lagos. Il va apprendre à tirer d'un texte des éléments sur les mutations de Lyon. Et puis, il va éventuellement apprendre à représenter les différentes fonctions de la ville de Londres sur un schéma. Et lorsque derrière, le devoir va porter sur Paris, ville qu'il n'a pas étudiée, eh bien il va de fait vivre cela comme une injustice. Parce qu'il n'est pas explicite pour lui qu'il travaillait sur le phénomène de métropolisation. A contrario, le bon élève, celui qui prend de la distance avec le savoir, a été en capacité de trier les informations, de les hiérarchiser et de conceptualiser la métropolisation. Et donc, cette impression d'injustice que vit l'élève imbriqué dans la situation, par effet cumulatif de la 6e jusqu'à la première, pour l'exemple que j'ai donné, peut le rendre hostile tout à la fois à l'institution, à ses enseignants et aux apprentissages.
Et donc la question pour lui, c'est comment continuer, ou pourquoi même continuer à s'acquitter de tâches alors même que les notes continuent, elles, à baisser. Et le plus souvent, en toute bonne foi, les enseignants ne comprennent pas que cet élève n'ait pas compris que le cours portait sur les processus et les conséquences de la métropolisation. On voit donc qu'il y a discordance entre la logique d'apprentissage qui est la logique de l'école et la logique sociale qui est celle des élèves les plus en difficulté, dans lesquels il s'agit pour eux de respecter des règles pour passer de classe en classe. Et ces discordances révèlent des malentendus qu'on retrouve aussi chez les enseignants et qui sont liés à la diffusion de certaines idées sans qu'on en ait pensé les conditions. Une première idée commune est que si on expose les élèves au savoir, ça va suffire pour qu'ils apprennent. La réalité, on le voit, c'est que tous n'ont pas les codes pour ce faire. La deuxième grande idée est qu'il faut partir de l'expérience des élèves pour pouvoir les intéresser. C'est vrai, mais pour apprendre, il faut aussi dépasser l'expérience première pour pouvoir construire du générique à partir du spécifique. Or, les élèves les plus en difficulté restent donc le plus souvent dans le spécifique. Et pour les enseignants, le générique est tellement incorporé que parfois ils oublient de l'expliciter. Enfin, troisième idée, c'est l'idée que la mise en activité est importante. Là aussi, oui, la mise en activité est importante. Mais si cette activité est bien conçue comme un moyen pour favoriser et développer des apprentissages et non comme une fin en soi. Le travail de l'enseignant est donc de préciser cela, de faire monter l'élève au regard de l'activité qu'il a menée pour en dégager la pépite conceptuelle. Alors, ce que mettent en évidence ces travaux, c'est déjà la nécessité d'être attentif au rapport au savoir de nos élèves. Le deuxième point, c'est d'être au clair en tant qu'enseignant pour soi-même, puis avec les élèves, sur le savoir qu'on cherche à construire. Quel est ce savoir? Quel est le concept? Comment est-ce que je peux aider les jeunes à récapituler, à réinvestir ce savoir, à conceptualiser? Troisième point, la nécessité aussi d'être prudent quant aux explications que l'on peut donner de certaines réactions défensives, voire hostiles, de nos élèves. Enfin, il semble que l'intérêt de ces travaux qui portent sur les rapports au savoir et les malentendus entre les enseignants, leurs élèves et l'institution, c'est de se distancier des postures classiques de dénonciation ou bien des pratiques familiales des élèves, ou bien des pratiques enseignantes, car ce qu'on voit, c'est que ces difficultés ou ces différences d'apprentissage sont en fait des construits conjoints tout à la fois des enseignants et des élèves.